Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Journaliste, animatrice et auteure m'ont invitée à immigrer au Canada à l'âge de 18 mois en compagnie de ses parents français. Plusieurs années plus tard, elle leur sera reconnaissante de lui avoir offert le privilège de s'épanouir dans le meilleur des deux mondes, la culture française et la culture nord-américaine. Récipiendaire de nombreux prix, dont le prix Judith Jasmin ainsi que l'artiste Métrostar à 4 reprises, mon invitée a été la première femme à avoir couvert les faits divers au Québec en 1979. Correspondante parlementaire, reporter, présentatrice de nouvelles, animatrice seront d'autres cordes à son arc, en plus des nombreuses causes qu'elle soutiendra avec vigueur. C'est aussi en tant que co-animatrice de la première lancée de l'émission d'affaires publiques J.E. qu'elle a conquis à nouveau le cœur des Québécois en compagnie de son collègue journaliste d'envergure et ami qu'elle perdra tragiquement dans des circonstances qui lui feront vivre un choc post-traumatique. Elle continuera par la suite à exercer son métier devant et derrière les caméras dans plusieurs projets d'émissions, d'écriture et même politique. Amatrice de golf, c'est en Floride qu'elle vit une bonne partie de sa retraite très active puisqu'elle exerce aussi son métier d'auteur. Ce n'est pas parce que je suis à la retraite que je suis en retrait, nous dira-t-elle. C'est donc avec un grand plaisir que je reçois une dame de cœur, féministe aguerrie et qui avoue avoir été moins bonne pour elle-même que la vie l'a été pour elle. Bienvenue à Madame Jocelyne Cazin. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Oh, quelle introduction! Bonjour Claudine. Oui, c'est pas mal véridique. C'est tout à fait, c'est totalement vrai. Rien à dire contre. Ça aurait pu être une introduction de 3-4 pages aussi. Oui, mais il ne me resterait plus rien à dire. C'est ça, exactement. Il faut en laisser quand même. Mais on va aller en profondeur aussi. Mais oui, pourquoi pas. Je vous remercie tellement d'avoir accepté cette invitation-là. Parce que plaisir. Moi, en tout cas, je vous ai naturellement, vous avez fait partie de ma jeunesse télévisuelle. Hein, je pensais que vous alliez dire, je vous regardais quand j'étais petite. Vous n'irez pas jusque-là. Vous êtes encore toute jeune. Mais naturellement, vous avez été dans nos télévisions pendant plusieurs années à défendre les citoyens, à être là, à faire du journalisme qui était innovateur à l'époque. Absolument. Qui était très, très innovateur. Et puis moi, j'ai dit, je vais apprendre à la connaître, parce que je sais que vous êtes encore très active. Absolument. Vous passez un bon temps de votre vie en Floride. Mais je voulais quand même, j'aime ça apprendre un petit peu plus de l'histoire de mes invités. Et justement, en lisant sur vous, j'ai su justement que vous avez immigré avec vos parents français à 18 mois. Oui. Et vous avez grandi à Montréal? Non, pas du tout. Alors, mes parents sont partis du Havre, en Normandie, parce qu'ils vivaient en Normandie. Et ils sont arrivés à Halifax. Et là, ils ont pris un train. Et ils sont arrivés à Montréal, ils sont allés dans un centre d'emploi et on les a envoyés dans une ferme de production de porc à Saint-Valérien de Milton, près de Saint-Hyacinthe. Puis ils ont travaillé là quelques mois et ma mère a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à comprendre le langage. Puis ça, c'est évidemment... il y a beaucoup de Français qui pensent que parce qu'ils arrivent au Québec, que c'est la même langue, la même culture, les mêmes valeurs, etc. Ce qui n'est pas vrai. C'est pas exactement la même langue. Hein. Bon, puis j'arrive de France justement, et puis je suis allée encore en Normandie, puis c'est carrément un autre type de langage aussi, différent des Parisiens, puis différent des gens du sud de la France. Donc ils ont eu un peu de difficulté à s'intégrer au début, mais après ça a été relativement facile. Et ma mère a ouvert le premier restaurant français à Saint-Sauveur-des-Monts. D'où la question, est-ce qu'on est arrivé à Montréal? Non. Okay. Moi, j'ai grandi à Saint-Sauveur-des-Monts, dans les Laurentides, et j'ai grandi dans un restaurant. Alors, il y a 8 ans, je servais les corbeilles à pain. Aujourd'hui, probablement qu'on appellerait la DPJ. De toute façon, ça serait même pas légal. Non, c'est ça. Quoique, oui, dans les entreprises familiales, je pense qu'il y a des exceptions. À moins que vous... C'est ça, là. Oui, c'est ça. Il peut avoir... Je vous dis que j'étais riche. Ça dépend de l'exploitation. J'étais riche, enfant. Moi, je faisais des pourboires. Les gens me donnaient des 5 puis des 10 piastres. Puis là, on est dans les années 50. Ah non, j'étais plus riche dans ce temps-là. En tout cas, que plus tard dans ma vie. Ça, c'est sûr. Vous dépensiez moins. Oui, en plus. moins de responsabilités. Exact. Donc, vous avez grandi à Saint-Sauveur. Et qu'est-ce qui vous a amené vers le journalisme? Il y a quelques chemins, je dirais.
dans le restaurant, il y avait, évidemment, comme c'était un restaurant français dans les années 50-60, on connaissait pas vraiment la cuisine française. À part les gens qui soit étaient éduqués, qui avaient voyagé ou qui étaient en communication, comme les Bernard de Rome, Manuel Maître, qui était le rédacteur en chef de La Patrie, l'ancêtre de la presse. Monsieur Pellado, c'était dans son coin? Michel Forgette, non, Pierre Pellado, je me souviens pas qu'il soit venu au restaurant. Par contre, il est devenu un bon ami à moi éventuellement. Mais enfin, bref, donc il y avait beaucoup d'artistes, André Lachapelle, Robert Gadois, Michel Forgette, etc. Il y en avait la famille Trudeau. Pierre Elliott Trudeau venait régulièrement manger au restaurant. Et je parlais avec ces gens-là parce que à partir de l'âge de 14 ans, là, je servais régulièrement les fins de semaine aux tables. Mais c'est à l'école secondaire, j'ai ouvert la radio scolaire, j'ai fondé la radio scolaire avec un petit copain, Walter Reed, qui s'appelait. Malheureusement, il est décédé. Et un jour, le directeur de l'école est venu me voir puis il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Et je voulais être avocate pour la délinquance juvénile. Ah, je vous aurais vu aussi là-dedans. Oui, effectivement, je me serais vue là-dedans aussi. Alors, je suis une avocate qui a mal tourné. Je suis devenue journaliste parce qu'il m'a suggéré d'aller dans les communications et de fil en aiguille, je suis allée à l'Académie nationale des annonceurs. J'ai entrepris un certificat en journalisme et information que je n'ai pas terminé parce que la radio m'a engagée. Alors, j'ai comme pas eu besoin de terminer. Et c'est comme ça. Vous avez commencé à la radio. Oui, j'ai fait 10 ans de radio et 25 ans de télé. De télé. Oui. Et là est arrivé, qu'est-ce que vous appréciez davantage dans votre travail de journaliste? Qu'est-ce qui anime foncièrement un journaliste? Ben moi, j'ai toujours été curieuse. Enfant, d'ailleurs, je pense que c'est à l'âge de 8-9 ans, mes parents m'ont offert une enregistreuse. Vous savez, les grosses machines enregistreuses à bobine, là. Et j'étais la fatigante du village. J'allais dans le village, j'allais interviewer le monde, le maire, etc., le curé, les commerçants. J'ai toujours été curieux, j'ai toujours été avide de savoir et de vouloir informer. Donc, de recevoir et de donner par la suite. Ça, c'est toujours ça qui m'a animée. Moi, si je me sens pas utile, Claudine, je ne vis pas. Et puis, je trouve qu'à travers le métier de journaliste, on trouve son utilité. Il y avait une mission. J'avais comme une mission. C'est pas pour rien que j'ai fait JE. Mais non. Mais je savais pas, moi, que j'allais faire une émission comme JE éventuellement. Non. Mais tout m'a amené vers JE. C'est vraiment... Tu sais, moi, je dis souvent, il y a une phrase du poète Paul Éluard qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. » Ben, j'ai toujours eu des rendez-vous, tout le temps. Puis il faut les inciter, en y croyant, Oui. on les met en mouvement. Oui. Moi aussi, je suis comme ça, en y croyant, on les met en mouvement. Oui. Puis on est capable de les reconnaître aussi. Oui. Parce qu'il y a des gens qui en ont des rendez-vous, mais ils ne les reconnaissent pas. Oui, oui. Ils ne les observent pas, ils ne les réalisent pas. Oui. Puis je dis souvent aussi, moi, qu'on est la somme de nos pensées. Oui. Alors, si tu penses négativement, ben ça peut pas se traduire par du positif. Exact. Alors, c'est comme ça que je suis. J'ai eu beaucoup de coups de pied dans le derrière, mais je me suis toujours relevée. Moi, je suis une tigresse dans mon signe chinois. Une battante. Puis je suis une battante. Tu sais, enfant, j'aurais pu être une victime parce que j'étais la maudite française du village, mais moi, j'ai décidé d'être une battante. Oui, parce qu'à l'époque, là, c'était pas commun. Là, Non. Moi, j'ai été, franchement, là, quand on dit souffrir d'intimidation, le bullying, j'ai vécu ça, moi. J'avais de la misère à revenir chez moi intacte, là. Ah oui? Au primaire? Oui, au primaire, là, dans un petit village comme Saint-Sauveur, parce qu'à l'époque, Saint-Sauveur n'était pas la ville que c'est devenu, là, c'est un tout petit village, et on n'aimait pas les maudits français. Puis évidemment, moi, je pouvais pas le cacher. D'abord, il y avait mon accent, mais Claudine, tellement, d'abord, bon, je pars de la 3e année, la 4e année, je ne m'en souviens pas. J'ai 72 ans et je n'arrive pas à me souvenir. Vous avez fait comme un blocage. Il y a un blocage et ça ne doit pas être pour rien parce qu'en 5e année, je deviens pensionnaire. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Malheureusement, j'ai demandé à ma mère, puis là, évidemment, elle n'est plus là, mais... Est-ce que vous êtes fille unique? Oui. OK. Oui. Apparemment que j'en valais 10, par contre. Mais ce que j'allais vous dire pour l'histoire du français, c'est que quand j'arrive au couvent, c'était le pensionnat des Saints-Anges à Saint-Jérôme, qui aujourd'hui, je pense, c'est le cégep de Saint-Jérôme. Et là, j'ai tout fait pour abîmer mon accent. Et on me demandait d'où je venais parce que j'avais quand même encore un accent et je disais que je venais de la Gaspésie.
Imagine, quand c'est grave. tu as des racines, tu sais, quand tu coupes de tes racines j'ai été pour être des accepté. années à nier ma nationalité française, ou en tout cas mes origines françaises. Quand j'ai commencé à la radio, tout ça, on savait pas du tout. J'avais plus d'accent, j'avais probablement... Puis à ce moment-là, excusez-moi, à l'époque, les journalistes et les commentateurs avaient ce beau parler-là, ce bien parler-là, comme M. de Rome. Donc, vous vous fondiez dans la masse à quelque part, chose que ça serait moins aujourd'hui. Oui, puis aujourd'hui, je trouve que ça, en tout cas... Non, ça a dégénéré. On pourra parler, ça se détériore beaucoup. Oui, absolument. Mais à ce moment-là, c'était tant mieux, vous pouviez... parce que ces gens-là apprenaient à bien parler, se devaient d'avoir un langage que vous aviez, puis une élocution que vous aviez déjà. Puis du fait, Claudine, que j'ai grandi dans un restaurant, de facto, je suis devenue une femme de communication. C'était facile pour moi de communiquer parce que je communiquais avec les clients du restaurant. On créait des liens. Malheureusement, ça ne durait pas puisqu'ils partaient au bout de 2 heures, 3 heures. Là, tu sais. Parfois, ils revenaient. Ils revenaient. La plupart du temps, les clients étaient assez fidèles. Moi, je me souviens, après 22 ans, des clients qui étaient là depuis 22 ans. La famille, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Pierre Bélanger, qui était l'époux de André Boucher. Oui. Bon, ben eux, là, ils ont grandi avec moi. Jean-Pierre a grandi avec moi. Il venait toutes les semaines manger au restaurant. Ça s'appelait le Petit Coin de France. Le Petit Coin de France. Et ma mère s'appelait Annick. Et on dit que c'est un jeune prénom, mais non, c'est un vieux prénom breton. Oui, c'est ça, vous êtes Alors, je sais pas si Jean-Pierre nous écoute, mais je le salue. Ah oui, je suis amie Facebook avec lui d'ailleurs. Bon, puis on pourra lui dire, on va voir quand on va... Qui fait partie de l'entrevue. Ben oui, c'est ça qu'on parle de lui. Non, mais ça, c'est une chose qu'on savait pas que vous aviez subi de l'intimidation, justement, en tant que personne différente, là, parce que, tu sais, différente, mais comme quoi, ce n'est pas d'hier, l'intimidation. Ah ben non. Parce que là, on parle des années 50. Là, absolument, des années 50. Moi, je suis née en 50. Je suis un grand cru 50. J'ai 72 ans, puis je prétends que je ne les fais pas. Effectivement, vous avez entièrement raison. Non, mais quand je dis mon âge, j'ai l'impression d'être un imposteur parce que je sens pas... Je regarde des madames, des fois, de 72 ans, puis je me dis, non, ça correspond pas, là. J'en ai reçu une de 82, elle n'est pas piquée des verres. Je vous invite, vous écouterez ça. C'est qui? Quelque chose. Elle n'est pas connue, elle s'appelle Monique Desmarais, une dame que j'ai rencontrée qui est fabuleuse. Elle aussi, c'est la joie de vivre. Ben puis dans son cœur, elle en a 16. C'est ça. Tout est dans tout. 16. Tout est dans tout, c'est ça. Donc vous avez commencé JE après la radio, tout ça, vous êtes arrivé à... Ah, mais non, mais JE, c'est arrivé bien longtemps. Bien après votre c'était en 93. C'est ça faisait déjà longtemps. Ben, moi, j'ai commencé au début des années 70, alors oui. Mais JE, on disait que c'est comme venu ajouter à ce que vous vouliez faire comme mission, en réalité, parce que JE, c'est un autre niveau de un autre niveau de journaliste. C'était différent. Ben, c'est du journalisme d'enquête. Plus près des gens. Sauf que JE, au départ, on n'avait pas cette prétention. C'était journal électronique, qui est devenu... Puis Louise Cousineau, que vous avez peut-être connue, qui était à la presse, qui était chroniqueuse télévision à la presse, qui, au bout de 3 mois, a dit « journalisme efficace ». Puis après plusieurs mois, c'est devenu journalisme d'enquête. Alors... C'est ça le premier nom de JE, journalisme efficace. Non, en fait, JE, c'était un titre de travail. OK. C'est drôle, hein? C'est qu'on a travaillé... Là, si vous entendez un bruit, là, c'est mon petit Charlie. C'est un caniche nain, un teacup poodle. C'est la plus petite sorte de caniche. Il pèse 4 livres. Puis, il y en a dedans, il est très, très, très gentil. Il s'appelle Charlie? Charlie, en hommage à Charlie Hebdo. Ben oui. Parce que, bon, vous savez, il y a 17 journalistes qui ont été tués par le djihad, je pense bien, là, en France, il y a quelques années. Et j'ai dit, tiens, on va rendre hommage à Charlie Hebdo. Alors, je l'appelle Charlie. Et c'est votre fidèle compagnon. Oui, mais c'est drôle parce que tantôt, je parlais avec votre adjointe. Puis elle me dit que son père s'appelle Charlie. Mais il y a des femmes aussi qui s'appellent Charlie. Des animaux qui s'appellent Charlie. Bref, c'est un nom qui est universel, qui sert à tous les êtres vivants. Charlie, c'est vivant. Mais là, on parlait du bruit parce qu'on est en podcast, même si on est filmé, donc on voulait juste dire à ceux qui nous écoutent que le bruit... Probablement qu'on va le voir éventuellement, Charlie. Oui, c'est ça, exactement. Donc, vous nous racontiez que JE, avant, c'était plus... donc l'origine du titre. C'est que, bon, quand Philippe Lapointe et Fabrice Brasier, qui étaient les patrons à TVA, nous ont sollicité, Gaëtan et moi, pour animer une nouvelle émission pour remplacer 911,
tout l'été, on a travaillé sur le projet et il fallait trouver un titre de travail. JE, quand on est en télévision, c'est journal électronique. C'est pas journalisme électronique, c'est journal électronique. OK. Mais, puis en attendant de trouver le titre. Mais là, on est au mois de mai, on est au mois de juin, on est rendu au mois de juillet. Puis Serge Catafar, qui était le réalisateur, qui faisait le logo de l'émission, tout ça, avec le cercle autour du JE. Puis coudonc, au début du mois d'août, on regardait ça, tout le monde. Puis on a fait aussi, je pense que les patrons ont fait ce qu'on appelle comment on appelle ça? Donc, un brainstorm? Oui, un brainstorm, mais en tout cas, vous savez, on invite des gens pour... pas table de concertation, mais des... en tout cas, je comprends on va finir par trouver le mot, là, pour évaluer tel type de choses. Et puis les gens trouvaient ça naturel. Un pilote. Bon, alors les gens venaient voir le pilote, puis il n'y avait rien qui clochait, même pas le titre. Alors, on a décidé de garder JE. Et puis, JE, ça existe. C'est encore là aujourd'hui. On est en 2023, puis le logo de JE existe encore. Puis, vous savez, quand on avait un JE réglé, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, JE réglé, puis là, il y avait les temples, JE réglé. Tac! JE réglé. C'était punché, c'était solide. Et c'est à quel âge, donc, JE? Ça a 30 ans. Hey, 30 c'est exactement 30 ans, 1993-2023. C'est exactement comme mon 30 entreprise, 30 ans. Ah, vous aussi? Bon, alors on fête. On fait ça. On aurait dû partir ça. On ouvre le champagne. Non, oui, parce que c'est encore là. Mais c'était vraiment un journalisme différent. Vous avez senti dès le départ que ça répondait encore plus à la population, vous alliez... Parce que c'est une forme de télé-réalité aussi. Vous avez été précurseur. Télé-réalité, oui, quand on vous voyait, vous et Gaétan, aller questionner les gens. Oui. C'est genre de, pas de vox pop, mais vous alliez sur le terrain. Absolument. Live, là, il y avait pas grand rendez-vous qui se prenait, là. Puis le caméraman avec la caméra à l'épaule, ça, c'était assez nouveau. Puis quand on courait après un malfrat ou quelqu'un qui voulait pas parler à la caméra, Jacques Norton, qui était un des caméramans principaux, c'est Jacques, moi je dois lui rendre hommage, c'est Jacques Norton qui a un peu inventé ce principe-là de la caméra à l'épaule qui court, pas de caméra fixe, trépied, là, comme on a actuellement. C'était vraiment du live, là, c'était du vivant. Moi, je me souviens, une pièce d'anthologie avec, je sais pas si vous vous souvenez, avec Michel Montignac. Michel Montignac qui avait écrit Plus je mange, plus je maigris. Il avait ouvert des franchises au Québec. Oui. Et ça devait être des franchises où les gens payaient 50-60 000 $ pour une franchise, mais pour avoir des produits exclusifs Montignac. Au bout de 6 mois, les franchisés retrouvaient leurs produits dans des Super C, des Club Price dans ce temps-là, et donc pas contents. Et donc, il y a des franchisés qui étaient venus me voir. J'avais fait ce dossier-là. Et Michel Montignac vient au Québec pour justement faire la promotion de ses produits. Et là, j'apprends qu'il prend son avion à Mirabel tel matin, Et là, j'arrive à Mirabel avec mon caméraman, justement. Et puis là, écoute, j'ai été chanceuse parce que je pensais qu'il partait avec Air France, puis il partait avec une autre compagnie. Alors, moi, je m'en allais vers Air France, puis lui s'en allait vers l'autre compagnie, fait que je l'ai croisé. Évidemment, moi, je le reconnais, lui, il me reconnaît pas. J'arrête. Monsieur Montignac, bonjour, c'est Jocelyne Cazin de TVA, l'émission JE. Et puis, tout content, il sait pas c'est quoi ça, JE. Écoute! J'avais un micro cravate, comme on dit. Et puis là, je lui dis, je veux vous parler de vos franchisés, ma petite fille. Il s'est mis à courir avec son panier. Puis là, avec les caméramans en arrière. Il y a mon caméraman qui court après, puis moi qui cours après. Puis, à un moment donné, il arrête sec. Vous êtes une sale emmerdeuse, vous êtes une fouille merde. Et ça fait de la bonne télé, tu sais. Oui. Puis là, à un moment donné, il m'a arraché le micro de ma veste. En tout cas, vraiment, c'était ça, JE. Tu sais, bon, je vous donne l'exemple de Michel Montignac parce que c'est un cas connu, mais j'ai eu Pierre Bourque aussi, l'ancien maire de Montréal, qui voulait pas me parler. J'en ai eu plein, vous savez, vous avez écouté JE.
Ah, c'était... Oui, parce que ça devenait... Quand je dis un peu une télé-réalité, oui, parce que c'est un peu ça. Vous étiez... C'était votre travail de journaliste. C'était du réel. Live, c'était du réel. C'était des réactions spontanées des gens qui étaient pris comme dans un guet-apens, genre de guet-apens, mais à vouloir faire comprendre des fois des gens crapuleux, etc. Ouais. Moi, d'ailleurs, je me souviens très bien que vous aviez eu une entreprise semblable à la mienne, puis ça avait fait l'office presque d'une demi-émission, presque la moitié d'une émission. Fait que c'était... Et moi, ça avait fait en sorte que j'avais révisé mes contrats où à partir de ce moment-là, j'ai demandé l'exclusivité à mes professionnels. Okay. Parce qu'avant, moi, mes professionnels pouvaient aller travailler pour un autre centre ou quoi que ce soit. Après ça, j'ai dit non, moi, jamais mes professionnels vont se retrouver à JE. Moi, je sais que je suis legit, que je suis correct dans mes affaires, parce que le public, s'il voit ton professionnel ou quelqu'un à la caméra, il parle de tel centre, ils vont penser, ils connaissent ce professionnel-là comme étant ton professionnel. Les gens, ils regardent la télé, mais ils l'écoutent pas tout le temps. Mais moi, ça m'avait vraiment fait en sorte que j'ai pu changer des choses. Mais la force de JE, c'était ça aussi, c'est que les gens apprenaient. Oui. Et puis d'ailleurs, les normes ont beaucoup changé depuis ce temps-là. Puis moi, je dois vous dire que j'ai quitté JE en 2001. Bon, d'une part parce que j'avais des menaces de mort de la part des Hells Angels. J'ai même fait la première page du Journal de Montréal. J'étais dans la mire des Hells. Mais la deuxième raison pour laquelle j'ai quitté JE, c'est que j'en pouvais plus de ces vérifications à outrance de la part des avocats à TVA. Puis je dis pas ça méchamment, mais c'est parce que c'était devenu de plus en plus compliqué. Il n'y a plus cette même sorte de journalisme non plus. On est capable de faire ça. Non, c'est sûr, parce que au début, les gens que l'on attrapait, entre guillemets, étaient pas conscients nécessairement de leurs droits non plus. Non. Et là, ça s'est peaufiné. À un moment donné, les gens, on en a eu des poursuites. Moi, quand j'ai quitté JE, il y avait 250 poursuites derrière moi. C'était pas rien. Mais là-dessus... Ils n'ont pas tous gagné, là, mais il y a eu du travail pour les avocats. Il y a eu 3 causes à procès. Okay. Puis on en a perdu une seule. Donc, le bilan est quand même pas si mal. Mais je dis pas non plus que JE a toujours été parfait. Non. Moi, je peux vous le dire honnêtement, des fois, on avait un AK-47 pour tuer une mouche. Fait que dans ce temps-là, tu n'es pas trop fier de ce reportage-là, mais bon... Tu dis là, j'ai comme détruit une entreprise ou j'ai détruit une personne, un individu. La force du média. Il n'était pas blanc comme... Le quatrième pouvoir, c'est fort, moi. Je me suis fait cracher dessus. Non, regarde. On passe à un autre sujet. Non, mais ça fait partie. Puis, il y a eu quand même une évolution. Puis moi, je me souviens justement de cette entrevue-là avec Gaétan, entre autres, à Lennoxville, là, aux Hells. Là, t'es cogné aux portes d'un des repères des Hells. C'était impressionnant. Oui. Et puis c'est ça. Fait que ça a été, je comprends que ça a été difficile, mais ça fait partie de votre parcours. Puis c'est venu répondre à votre mission. Puis ça a répondu, ça a répondu à une protection du citoyen. On était considérés un peu comme les Robins des Bois, ce qu'on ne voulait pas. Les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. On a eu toutes sortes de titres. Mais moi, j'ai vécu le meilleur et le pire avec JE. Bon, le pire, vous vous en doutez bien, là, c'est le décès tragique de Gaétan. Mais le meilleur, c'est que, je le disais tantôt en début d'entrevue, c'est que je me suis sentie utile comme jamais. Mais il fallait faire attention. Vous savez, on avait 500 appels par semaine, puis là-dessus, il y avait peut-être 3-4 bons sujets. Donc, il fallait faire attention parce que souvent, il y avait des gens qui voulaient se venger. Se faire justice eux-mêmes. Se faire justice eux-mêmes. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de moyens légaux et officiels, comme par exemple l'Office de la protection du consommateur, les petites créances, CA, les petites créances, etc. Mais les gens, souvent, sont paresseux. Puis là, je vais appeler JE. Puis les journalistes se font arrêter. Moi, je suis allée là, dans certains événements là, où j'ai vu des journalistes se faire accoster par des gens. « Hey, j'ai une bonne histoire pour toi. Hey, j'ai une bonne histoire pour toi. » Puis effectivement, ces affaires de chicane de voisins, là, à un moment donné... J'ai commencé avec ça, moi. La première émission de JE où il y a eu... où là, on a découvert un peu qu'est-ce que deviendrait JE. C'est une chicane de voisins que j'ai couvert. Ça a été la prémisse. Et vous avez effleuré justement le décès de votre grand ami Gaétan. J'en ai beaucoup parlé. Oui, vous en avez pas mal parlé. Moi, je ne veux pas m'étirer là-dessus, mais
vous avez parlé dans un de vos livres d'un choc post-traumatique oui. que vous avez comme réalisé, que vous avez vécu oui. un petit peu plus tard, tout ça. Vous avez dû comme vous guérir de ça. Absolument. Gaëtan est mort en 1999, le 14 janvier 1999. Et j'ai pas arrêté de travailler. Moi, j'ai même fait l'émission le vendredi midi. The show must go on. Parce qu'on avait JE en direct. Et en 2001, en fait, c'est probablement les menaces de mort des Hells qui ont été comme l'espèce de bougie d'allumage, là. Et je donnais une conférence à Sainte-Marie-de-Beauce. Non, Saint-Georges-de-Beauce. Et oui, Charlie. Et je me sentais pas bien. Et tout de suite après la conférence, je me suis effondrée. On m'a emmenée à l'hôpital d'urgence. Et puis, on a découvert que j'avais une pleurésie. Mais de la pleurésie a engendré ce choc post-traumatique. Je n'étais plus capable d'aller travailler. Je vous le dis, là, j'étais convaincue que je ne ferais plus jamais de télé. Et là, on est en octobre 2001. Puis je n'ai pas travaillé d'octobre 2001 jusqu'en janvier. J'ai repris le collier en janvier 2002. J'ai jamais vécu ça de ma vie, Claudine. Moi, j'avais mes 150 jours de congé de maladie, là, tu sais. Accumulé. Ben non, mais jamais je suis malade. Jamais je suis malade. Je suis vraiment là, une personne solide. J'ai jamais fait de dépression. J'ai jamais pris d'antidépresseurs, voyons, des somnifères, etc. Jamais. Mais la pression que vous sentiez, vous disiez, c'est ça, à un moment donné... Ça a tombé. Oui, ça a tombé plus ça, parce que vous, possiblement que vous receviez des menaces, lui aussi, possiblement qu'il devait en recevoir aussi. Oui, c'était lourd. Puis chacun, on a la capacité psychologique, donc lui, ça a été possiblement, certainement plus difficile. Oui, mais il était dépressif, Gaëtan. D'ailleurs, je raconte ça dans ma véritable identité, tout son processus suicidaire. Oui, si jamais ça vous intéresse. Oui, c'est dans quel livre? Dans ma véritable identité, mais aussi un peu je l'aborde aussi dans J'ose déranger, j'ai un chapitre sur les deuils et je commence avec l'histoire de Gaëtan, fait que ça, là aussi j'en parle, mais je vais beaucoup plus en profondeur dans ma véritable identité. Donc l'histoire que les Hells ou des choses non. Non. Et c'est génétique aussi. OK. Oui, non, il avait des antécédents familiaux dont je ne veux pas revenir Non, mais ça faisait partie de son Ce qui fait que son travail n'était pas aligné avec possiblement son c'est sûr que ça exacerbe. Mais oui. C'est certain, mais c'est pas le lien direct, autrement dit. Est-ce que vous avez encore des nouvelles de son épouse à l'époque? Ça, vous avez plus contact avec... Non. Moi, je suis restée en contact avec ses parents. OK. Mais M. Giroir est décédé quand même depuis plusieurs années et Mme Giroir vient de mourir, vient de décéder il n'y a pas longtemps. Bon, ils se sont retrouvés. Et les deux garçons, parce que Gaëtan avait deux autres frères qui étaient quadriplégiques. Ah, les deux? Oui, les deux avaient des paraplégiques, quadriplégiques. En tout cas, les deux avaient des problèmes physiques. En tout cas, je peux pas élaborer là-dessus. Mais tu sais, Gaëtan avait tout pour lui. C'était le beau bonhomme, intelligent, brillant, gentil, sympathique, femme, deux enfants, professionnellement impeccable. Puis il se suicide alors qu'il a deux frères. Il y a un de ses frères, d'ailleurs, qui a écrit un livre avec une espèce de tube ou un bâton. Oui. Et il cliquait sur chacune des lettres. Il a écrit un livre complet comme ça. Il était quadriplégique, puis je me souviens plus de son prénom. Je pense que c'est Louis. Louis Giroir, je crois. Mais c'est bien pour dire, hein? La vie, c'est ça, parce que lui avait tout. Ses frères auraient pu trouver des raisons plus faciles de commettre cet acte-là. C'est exactement ça que je veux dire. C'est ça. Mais comme quoi, des fois, ce qu'on vit, ce qu'on a à l'intérieur, puis souvent, on rencontre des gens sur la rue, on pense qu'ils ont tout dans les belles voitures et tout ça. Oh mon Dieu! Il ne faut pas se fier aux apparences. Non, puis tout ça. Non, c'est ça. Bien, naturellement, ça faisait partie du parcours. Après ça, là, quand est arrivée l'écriture dans votre vie? À quel moment? Alors, l'écriture est arrivée par Nadine Lauzon, qui était éditrice chez Libre Expression, publicitaire, 2012, et qui veut que j'écrive ma biographie parce que elle trouve que j'ai un parcours atypique et qui est vraiment différent et tout ça.
Et je ne suis pas prête à écrire ma biographie à l'époque. Parce que j'avais des squelettes dans le placard. Que vous avez révélé un petit peu. Complètement. Un petit peu beaucoup, mais ça a pris du temps. Oui. Alors, le premier livre, donc, J'ose déranger, j'ai dit non, je peux pas écrire ma biographie. Mais moi, je donne des conférences. Je donne une conférence sur la retraite, sur le bénévolat, sur la relève, sur la responsabilisation, sur la prévention du suicide. Je dis, je vais t'envoyer mes conférences, puis tu me diras s'il y a matière à. Vous savez, Claudine, comment ça fonctionne? D'habitude, c'est le contraire. Hein? On écrit un livre, puis après ça, on donne des conférences. Alors que moi, j'ai fait exactement le contraire. Puis quand elle a lu mes conférences... Ça, les éditeurs aiment ça. Ben, quand elle a lu mes conférences, elle dit, ben voyons, on a un livre. Alors, J'ose déranger, c'est exactement ça. Par chapitre. Autrement dit, vous pouvez lire un chapitre, puis... penser à autre chose, ou en sauter un, puis aller à l'autre. Exact. Parce que chaque chapitre est autonome. Ce sont les chapitres dont je viens de vous parler. Et mais où je parle de, en fait, ça peut s'appeler un essai sur mes expériences personnelles et professionnelles. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de révélations qui sont faites, mais qui est journalistique aussi avec des données, etc. J'espère que vous lirez un jour, vous allez... Oui, on a... Voilà, ça, j'ai... Oui. Bon, J'ose déranger. Là où je me suis trompée, parce que c'est pas de la faute de l'éditeur, c'est que moi, j'ai eu l'expérience extraordinaire de faire du CF-18. Il y a très peu de civils qui sont invités à voler dans un CF-18. J'avais donné une conférence sur la prévention du suicide en février 2012. Et aux soldats de l'armée canadienne à Bagotville. Et au bout de 2 mois, le colonel Paul Prévost, qui m'avait invité, m'envoie un courriel par le biais de sa secrétaire pour me dire, écoutez, vous avez fait du bien aux troupes, ça a l'air que c'était bon ce que j'ai dit, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de suicides dans l'armée canadienne. Alors, je vous invite à faire une envolée en CF-18. Et la madame, es-tu contente, tu penses? Et j'ai osé. Ça a été en septembre 2012. Et c'est pour ça, j'ose aussi faire ça. Parce que moi, j'ai le vertige en plus, normalement. Mais ça n'a pas été un bon choix de photo parce que les gens pensent que j'ai été pilote, pensent que j'ai été dans l'armée, pensent que c'est sur ça, alors que c'est pas ça du tout, mais bon, tant pis pour moi. Mais c'est celle-là à laquelle vous avez pensé à ce moment-là. Oui, parce que c'était J'ose. Oui. Mais l'éditrice n'était pas d'accord avec mon choix. Et aujourd'hui, je le comprends. Ouais. Elle avait raison. C'est quand même des experts, eux autres. Ben là, oui, mais quand on est une femme de tête, puis on tient des fois notre bout, mais des fois... Mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Alors, ça fait que ça a été mon premier livre. Et pour revenir à la question sur ma biographie... Oui. Alors, non, ça, c'est autre chose. Non, je veux dire l'écriture. Je parle de l'écriture. Alors, en 2018, Nadine Lauzon revient à la charge. Elle me dit, Jocelyne, elle dit, je peux pas croire que tu n'es pas prête à écrire ta biographie. Il me semble que tu as des choses à dire puis que ça intéresserait les lecteurs. Là, j'ai pas fermé la porte. J'ai dit, écoute, sais-tu quoi, je vais commencer à écrire, puis on verra. Si je suis prête à me révéler à partir de tout ce que je vais écrire, ça sera correct. Et j'ai publié ma véritable identité. Puis c'est pas parce que j'ai été espionne. Non, les gens auraient pu croire ça. Oui, il y a des gens qui croient ça. Alors, ma véritable identité, puis vous voyez le visage avec l'ombre du visage, c'est-à-dire l'autre pan de ma véritable identité. Et là, vous avez parlé de vous. C'est dans ce livre-là que vous abordez, entre autres, votre relation avec votre mère. Oui. Qui était difficile. Oh, mon Dieu. En quoi elle était difficile? Puis avec beaucoup de respect. La relation mère-fille, on n'inventera pas la roue, là. Mais Claudine, avec beaucoup de respect, parce que c'est une femme qui a vécu la guerre, qui a vu son père éclater en 1000 morceaux lors de la dernière guerre mondiale. Ils étaient en Normandie, alors que les Allemands étaient en train de bombarder la Normandie. Bref, c'est une femme de tête. C'est une femme, moi, j'ai jamais vu ma mère pleurer, tout aussi simple que ça. Mais, donc, qui était dur aussi. C'est déraciné de son pays aussi. Et déraciné aussi, puis qui a, tu sais, comme je vous disais, qui a ouvert le premier restaurant français à Saint-Sauveur-des-Monts dans les années 50, tu sais, il fallait le faire. Mais aussi, à travers cette personnalité extraordinaire, parce que c'est une femme que je qualifie d'extraordinaire, c'était une femme qui était dure et qui... moi, la première fois qu'elle m'a dit qu'elle m'aimait, j'avais 40 ans.
Puis je soupçonne que c'est parce que j'étais à la télévision puis que j'étais devenue une vedette. En parenthèse. Elle était soudainement fière de vous. Eh bien, elle était bien fière de moi. Mais elle n'a pas toujours été fière de moi. Puis avec raison. Moi, j'ai pas été une adolescente facile, là. Tu sais, j'ai eu mes problèmes aussi. Bon. Alors, bref, et aussi, quand mon père est mort, j'avais 30 ans, puis tout d'un coup, j'existais. Parce que avant ça, j'existais pas. Elle n'avait pas le temps de s'occuper de moi. Quand j'étais enfant, moi, c'est pas ma mère qui s'occupait de moi le plus, c'était mon père. Alors là, tout d'un coup, je me suis mise à exister. Alors, elle est devenue très possessive. Puis, tu sais, elle voulait... Faut que vous vous occupiez d'elle. Oui, puis elle me faisait sentir coupable parce que j'étais pas présente tout le temps, puis tout ça, puis ça n'a pas été facile. Étiez-vous au pic de votre carrière aussi? Non, pas à 30 ans, non. Le pic de ma carrière, ça a été au début de la quarantaine avec J.E., là. Avec J.E., oui, OK. Ouais. Alors, on a eu des batailles, on a eu vraiment, là, heureusement que ça s'est replacé dans les 2 dernières années, où toutes les deux, on a mis de l'eau dans notre vin, comme dirait l'autre. Mais ça n'a pas été une relation facile. Fait qu'elle a pu partir plus sereinement. Oui, vous avez pu plus régler certaines choses. J'espère, oui, ça, oui, j'espère. Vous avez abordé ça. Vous abordez d'autres choses aussi. La politique, ben là, je ne sais pas si vous l'avez abordé dans votre livre, mais je sais que vous avez abordé... Parce que c'est une fille c'est une femme de défi aussi. Là. Oui. Vous lancez dans des choses. Oui, une fille de projet. Moi, en tout cas, je trouve que vous êtes un beau modèle parce que c'est, mon Dieu, j'ai pas fini. Puis j'ai des projets pour les 25 prochaines années. Donc, oui, j'espère, 25 prochaines années. Mais en fait, oui, je suis une femme de défi, mais je suis aussi parfois impulsive. OK. Oui, ça, c'est mon petit défaut, là. Tu sais, moi, j'achète une auto au téléphone, des trucs comme ça. Je suis impulsive, on va le faire. Je déménage. Savez-vous combien de fois j'ai déménagé dans ma vie? Claudine, vous allez tomber à terre. 35 fois. Oh là là. Ça fait, avec votre âge, ça fait à peu près aux 2 ans, là. À peu près aux 2 ans, puis c'est même pas aux 2 ans parce qu'il y a eu des endroits où... 3 fois dans la même année. Ben, là, en Floride, j'étais sur la côte ouest l'an dernier, j'achète sur la côte est, puis je viens de vendre, puis j'ai racheté encore un autre. En moins d'1 an, je viens de déménager 3 fois. Puis, quelle est la raison, selon vous? C'est l'environnement? Vous avez le goût de changer d'air? Et puis, je pense que ça va être mieux. OK. Et puis, effectivement, je m'en vais pas pour le pire, je m'en vais pour le mieux. C'est juste que ça me gêne pas de déménager. Moi, j'ai des amis qui comprennent pas, là, puis ils ont raison. Oui, non. Ben, moi aussi, parce que, écoutez, à mon âge, je pense que j'ai déménagé 3 fois dans ma vie, là. Imagine. Ça fait quasiment 30 ans que je suis dans ma maison. Non, c'est ça. Et je sais pas si c'est des fois, j'essaie de m'auto-analyser. Est-ce que c'est mon enfance qui... Le fait d'avoir été dans un restaurant où je voyais continuellement des gens partir, ils arrivaient, mais ils repartaient. Donc, c'est comme si j'avais pas d'attache. Alors, c'est pas si important que ça. Mais je dois dire une chose. C'est drôle, moi, j'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie. J'en ai peut-être 2. Moi, j'ai eu un enfant que j'ai perdu, donc je regrette de pas avoir ce fils-là aujourd'hui. Mais l'autre, vous allez trouver ça comme un peu spécial. Lors de mes nombreux déménagements, j'avais rencontré Barbara, je pense que c'était en 86, la chanteuse, pas Barbara Streisand, Barbara, la chanteuse française, qui a créé l'Aigle Noir, parce que les gens pensent que c'est Marie-Carmen, mais non, c'est bien Barbara. Elle vient au Québec en 86 et j'ai le grand honneur et le plaisir de l'interviewer. Puis moi, je suis une fan finie de Barbara. Mais vous êtes oui, c'est ça. Vraiment une fan finie. Oui. À la fin de la conférence de presse, elle avait une grande affiche, vous savez, laminée en espèce de bois. Puis je viens la voir pour lui dire, Barbara, je suis tellement fière de vous rencontrer parce que moi, vous étiez mon idole lorsque j'étais adolescente et vous l'êtes encore. Et elle m'offre cette affiche. À l'adolescente, quelques années plus tard, Barbara, dédicacée. Immense, c'est plus grand que ça encore, c'est immense. Je l'ai gardé pendant plusieurs années, puis dans un de mes nombreux déménagements, je l'ai laissé derrière moi. Et je m'en veux, là. Je m'en veux. S'il y a quelqu'un qui l'a, cette affiche-là, s'il vous plaît, rapportez-le-moi. Oui, oui, parce que c'est votre nom qui est dessus, en plus. Non, oui. C'est marqué à l'adolescente. À l'adolescente, quelques années plus tard, Barbara. En tout cas, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Un collectionneur que ça quelque part, c'est fou, je sais pas, j'ai jamais raconté ça. Je sais pas pourquoi je vous raconte on a peut-être lancé une bouteille à la mer, peut-être qu'il vous reviendra. En tout cas, je vous le souhaite. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui l'a chez eux puis qui sait maintenant que c'est à Mme Cazin puis qui le garde sans nous le dire, soyez gênés, on va envoyer J.E. récupérer.
Vous avez dévoilé aussi, vous avez parlé de retraite, de bénévolat, tout ça, votre vie amoureuse. Oui, oh là là. Oui, c'est sa relation féminine suite à des blessures en lien avec des hommes. Oui. Puis ça m'a beaucoup interpellée parce que moi, c'est une chose que j'avance, mais sans aucune étude, sans aucune recherche. C'est vraiment de mon fort intérieur. Moi, je me suis toujours dit, il y a des gens qui sont homosexuels vraiment par génétique. Tu sais, c'est comme ça, c'est pas en eux, c'est pas un choix, c'est comme ça, mais je suis persuadée, puis ça c'est moi, là, je me suis toujours dit, je suis persuadée qu'il y en a qui le sont par déception amoureuse, par blessure du sexe opposé, puis par manque d'amour pendant plein d'années qui font en sorte que, à un moment donné dans leur vie, il y a une personne du même sexe qu'eux qui est possiblement foncièrement homosexuelle, pas par choix, et qui leur démontre de l'amour, de l'attention, du respect, tout ce qui vient avec. Et l'être humain veut être aimé. Alors moi, écoutez, c'est mon analyse, pas psychologique, Claudine, sans aucune... Ce que vous venez de dire là, c'est écrit dans mon livre. OK, mais je l'ai pas lu. mais il faut le lire parce que c'est exactement ça que j'écris. Moi, je suis foncièrement hétérosexuelle. Je veux dire, quand j'étais adolescente, j'étais la fille au gars, là. Tu sais, j'en ai eu des hommes dans ma vie, là. Et puis, je me suis mariée, puis bon, tout ça. Mais quand je me suis séparée de mon époux, je suis partie vivre dans l'Ouest. D'abord, j'ai aussi été adultère. Tu sais, j'étais vraiment la fille au gars, tellement que j'ai aussi été adultère. D'habitude, c'est le contraire. Puis là, je l'ai. Ah, des femmes adultères, il y en a. Bien, certain. Donc, j'écris tout ça dans mon livre. Et mais j'ai eu une occasion parce que je voulais aussi approfondir l'anglais. Puis je travaillais dans le domaine du ski, moi, à l'époque. J'ai enseigné le ski. Bref, j'ai un travail qui m'attend à Banff, en Alberta. Alors, je m'en vais. Fait que je laisse mon amant. Et juste quelques mois avant, j'avais laissé mon mari. Et je pars dans l'Ouest canadien. J'habite, juste pour vous donner une idée, là, je pèse à peu près 120 livres à l'époque. OK? Et je reviens 5-6 mois plus tard et je pèse 180 livres. Ça vous donne-tu une idée? Et quand j'arrive à Saint-Sauveur, mon père me reçoit en me disant « Annick, viens voir ta fille, quelle horreur! » Premier rejet. Quand je vais voir mon amant, que je nommerai pas, évidemment, parce qu'on est toujours on est en contact, on n'est plus amant, mais on est en contact. Là, je m'en vais chez mon amant, à Montréal, il habitait Montréal, on est dans le lit, puis il me dit « Jocelyne, je t'aime, mais je suis pas capable de faire l'amour avec toi, t'es trop grosse. » C'est fou, là. Deuxième rejet. Les deux hommes les plus importants de ma vie me rejettent. J'ai donc subi ça. J'ai eu une aparté avec un Iranien qui a été une histoire d'amour extraordinaire. D'ailleurs, je commence ma véritable identité avec cette histoire, avec l'histoire de cet Iranien. Mais après ça, ça a été terminé et je pognais plus, autrement dit, en bon québécois. Et 2 ans plus tard, une femme se présente dans ma vie et m'ouvre ses bras. Puis je trouve pas ça mauvais. Alors, j'ai été avec des femmes pendant plus d'une 20aine d'années. Jusqu'à ce que je rencontre un homme à un moment donné qui, me tend ses bras. Et puis là, j'avais remaigri de toute façon, là, tu sais. Quand vous m'avez connue à la télé, moi, j'étais mince, là. Alors, j'ai repris du poids depuis 2001, là, mais bon. Et j'ai joué à l'accordéon un petit peu dans ma vie physique. Puis à l'époque, là, on dirait que l'acceptation de soi, le corps, la valorisation du fait d'être un peu plus ronde, là, si on en parle plus, c'est plus accepté. Est-ce que les hommes aiment mieux ça? Ça, c'est une autre affaire. Là. Il y a des hommes qui aiment les femmes rondes, mais il y a toujours la culture de la beauté. Secret, les hommes aiment les femmes rondes. Ah oui? Apparemment. Mais donc, tout ça pour revenir à ma véritable identité, c'est de ça aussi dont Nadine Lauzon espérait que j'écrive. Et j'étais pas prête. Puis finalement, je suis devenue prête à écrire, à me révéler donc dans ma sexualité. Là, est-ce qu'on dit bisexuel? Je veux bien dire bisexuel, mais ça fait quand même plusieurs années que je suis revenue avec des hommes. Et moi, j'aime la présence d'un homme aussi. Actuellement, je vais passer mon message. Je suis célibataire, je suis disponible. C'est bon, ben certainement. Et je veux pas être avec n'importe qui. Avis aux intéressés. Oui. Puis ce que je dis aussi dans ma vie, c'est que moi, je veux être avec un homme
par désir. J'ai pas besoin d'un homme pour vivre. Je veux dire, je suis autonome financièrement. Alors, avis aux amateurs, mais je veux pas faire vivre un homme non plus. Non, non, parce que c'est ça, il y en aura. Puis c'est bon de savoir parce qu'en vieillissant, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Puis en même temps, mais ça ouvre la porte sur justement les relations. Parce que des fois, on pense que à 70 ans, 75 ans, on n'a plus de sexualité. Il y a plus mon de Dieu, désir. si vous saviez comme je suis encore en forme. Avis aux intéressés. Vous êtes mieux d'être en forme. Non, mais en forme. Claudine, c'est drôle qu'on parle de ça, mais en même temps, il y a de moins en moins de sujets tabous. Mais moi, je parle avec des amis qui ont de la cinquantaine même jusqu'à mon âge, puis qui veulent rien savoir. Sexuellement, ils en veulent plus. Là. Ils veulent des compagnons de vie. Des compagnons de vie. Alors que moi, je suis encore très... puis je dis pas ça pour être... tu sais, pour être osée. Non. Mais je suis encore très en forme. Je suis encore très à l'aise. Puis le désir peut être là. Oui, puis, absolument. vous, une relation avec un homme, ça serait pas platonique. Vous aimeriez Mais ça j'espère que non. C'est ça, ça serait donc, il faut qu'il soit quand même indépendant financièrement, autonome et en forme. et vif. Mais le problème, c'est que, puis j'en ai eu quelques hommes dans les dernières années, puis ils ont tous eu des problèmes de prostate. Alors, si bien que... Ça va vous prendre un plus jeune, là. Ben, puis, oui, Soit capable de vous suivre. Je suis un peu cougar en plus, alors ça tomberait bien. Écoute, est-ce que c'est un message commanditaire, là? Écoutez, nous, on est là pour naturellement recevoir nos invités. J'ai dit qu'on se révèle, hein? Ah, je suis contente parce que c'est l'animatrice ou intervieweuse en herbe que je suis. Mais ça va très bien, bravo. Vous réussissez à me prendre dans votre filet, là. Puis je dis, j'aime ça vivre dangereusement parce que je reçois des gens de votre calibre en animation puis en télé, mais je me fais plaisir. Moi, c'est des belles rencontres que je veux faire. Vous n'avez aucun problème. Puis, vous avez, dans vos conférences, vous avez dit que vous parliez de retraite, de bénévolat, parce que vous avez appuyé plusieurs causes dans votre vie. Mais quelques causes, pas plusieurs, quelques causes. J'ai été marraine pour la Maison des Jeunes quelque part de Longueuil. Avec le beau Richard. Richard Desjardins, pas le chanteur, mais le directeur. Vous le connaissez, Richard? Oui. Ça, c'est beau, hein? Oui. Ben, c'est ça. Alors, et donc, pour soutenir le centre des arts et de la scène. Alors, il m'a demandé pour être la marraine de ce projet-là. Je l'ai été pendant plusieurs années. Mais et ma cause depuis 2003 que je soutiens encore, c'est la sclérose en plaques, parce que j'ai 4 amis qui sont atteints de sclérose en plaques. Alors, ça, c'est une de mes causes vraiment là que vous continuez de soutenir depuis déjà plusieurs années. Absolument. Mais j'ai eu d'autres causes comme par exemple un centre de soins palliatifs à Saint-Jérôme, Palliavie. C'était un projet d'aller chercher 2 millions de dollars et on est allé le chercher en quelques mois. Alors ça m'a fait chaud au cœur. Alors aussi, quand on me demande et si c'est un projet auquel je crois, il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'il faut croire quand on s'investit comme ça, il faut croire au projet, il faut croire en ce qu'on peut apporter aussi. Oui. Le journalisme maintenant, d'aujourd'hui, versus quand vous le pratiquiez. Avez-vous 1 heure encore? Moi, oui. Est-ce que vous avez 1 heure? Je pense pas. Mais c'est sûr qu'il y a le fondamental est là. La recherche de la vérité, la recherche de l'information. Je pense que le fondamental est là. Je dirais que c'est dans la façon... La livraison. C'est dans la livraison à plusieurs égards. On parlait du français tantôt. Moi, je pense que la qualité du français s'est vraiment détériorée. Tu sais, j'écoute des émissions à la radio, puis je veux pas les cibler. Mais là, j'entends sacrer de plus en plus à la radio. On dirait oui. C'est comme donc. si les Québécois, c'est un peuple ignare qu'on peut aller chercher seulement par les sacres, puis les tournures de phrases, puis le mauvais parler. Non, c'est un manque de vocabulaire mais c'est devenu une mode. Oui. Parce que je connais quand même des animateurs qui manquent pas de vocabulaire, puis qui commencent à sacrer en ondes. Je pense qu'on le nommera pas, mais on sait. Oui. Bon, je trouve ça triste, je trouve ça pathétique qu'on en soit rendu là. Pour des codes d'écoute. Mais Claudine, moi, savez-vous ce qui me fait de la peine, c'est que au Québec, malheureusement, on nivelle beaucoup par le bas. Vous êtes dans le domaine de l'éducation. Moi, là, au niveau de l'enseignement, mais je n'en reviens pas
à quel point on a nivelé par le bas depuis tant d'années. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'un enfant qui est premier de classe devrait suivre le dernier de classe? Pourquoi c'est pas l'inverse? Exact. Sincèrement, juste d'en parler, ça me révolte. Oui, moi, imaginez, moi, c'est mon domaine, mais moi, je le dis tout le temps, c'est parce qu'on frappe on frappe sur les mauvais clous et que, avant tout, l'éducation n'est pas une priorité dans notre société. Mais non, mais ça devrait. Alors, on remet ça sur la faute du ministre, on remet ça au ministre de l'Éducation, comme là, présentement, on a le ministre Drainville. Moi, je me dis, il y a beaucoup de vendettas qui se font au niveau de M. Drainville. Plus il serait le ministre des carottes cuites, il serait varlopé pareil. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait des ennemis dans les médias, il s'est fait des ennemis en politique. Alors les gens, c'est ça, moi je trouve ça dommage. Là, on utilise l'éducation, il a été mis à l'éducation, mais je le dis, ça aurait été le ministre des carottes cuites. C'est parce que c'est pas le ministre qui gère. Exactement. Vous savez ce que je dis, moi? C'est une affaire de société, hein? Moi, ce que je dis, un Québec éduqué sera un Québec en santé. Alors, si l'éducation n'est pas une priorité, comprenez-vous pourquoi la santé va mal aussi? Exactement. On a un sérieux problème à la valorisation. C'est même plus notable d'être enseignant. Mais voyons. Moi, je dis toujours, tu rentres dans un bureau d'avocat, tu te poses pas de questions, tu sais que c'est des avocats, c'est très notable. Je suis avocat, je suis notaire, je suis médecin, waouh, tout de suite, il y a comme des étoiles qui brillent au-dessus de la tête de la personne, un auréole. Je suis enseignant, c'est comme, oh mon Dieu, pauvre toi. Puis en plus, les enfants arrivent à l'école, puis on a toujours à redire sur les discussions. Vous le savez, là, vous avez été à l'école vous êtes allé à l'école dans les années 50. Si, justement, vous vous disiez, j'étais une jeune, peut-être pas toujours, impeccable, tout ça, mais si vous faisiez quelque chose, là, et qu'on appelait vos parents, qu'est-ce qui se passait? Vous avez vu la caricature, Claudine, hein? 1969, vous avez la maîtresse d'école qui est assise avec la maman et le fiston, puis la maman dit au fiston, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as été méchant à l'école? C'est ça. 2023, la même caricature. Et là, c'est la maman qui dit au professeur, pourquoi vous traitez mon enfant de cette façon? Exactement. C'est inacceptable. Ça. Je n'en reviens pas qu'on en soit rendu là. Oui, c'est ça. Il n'y a aucun respect. Oui, mais c'est parce que... Mais en même temps, je vais nous varloper, nous. Oui. C'est qui les a élevés, ces enfants-là? Ah, exactement. C'est nous. On les a mis dans la C'est nous qui avons créé les enfants rois. Alors, je nous responsabilise. Oui, exactement. Mais là, il est temps que le Parce que ces enfants rois-là sont rendus des parents rois. Absolument, puis des professeurs rois aussi. Exactement. Non, on se comprend. Oui, mais là, il est temps d'accord. que le vent tourne, Claudine. Il est temps que le vent tourne. Il est temps que des enfants qui deviennent des adultes réalisent que ça n'a aucun sens de niveler toujours par le bas, de responsabiliser que les professeurs, que le gouvernement. Puis que des conséquences pour des enfants, c'est bon. Des punitions, ça peut être des conséquences directes, un encadrement. Là, on parle pas là, du temps des sœurs avec des coups de règle sur les doigts, là, parce qu'il y a eu d'autres extrémités. C'est ça, moi, je suis devenue droitière à cause de ça, moi. Moi, je suis une gauchère. Je joue au golf, au tennis de la main gauche. Et par contre, j'écris de la main droite parce qu'on m'a forcé à écrire de la main droite. Mais savez-vous l'avantage que ça a? C'est que je suis devenue ambidextre. Je me maquille de la gauche, je me maquille de la droite, etc., etc. Un mauvais coup au golf à droite, un mauvais... Non, pas jusque-là, quand même. Mais au tennis, oui. Ça, c'est une grande joueuse de golf. Non, je suis joueuse de golf, mais c'est parce que là, vous tombez sur la mauvaise saison, là. Je suis tellement poche de ce temps-ci. Mais vous avez fait longtemps que vous jouez au golf. J'ai commencé à 40 ans, mais de façon très temporaire. Et puis, plus à l'âge de 50 ans, je m'y suis mise. Et puis, évidemment, depuis que j'ai pris ma retraite de TVA, surtout que je joue l'hiver aussi, alors j'ai plus qu'une centaine de parties par année. Ça, un jour, j'aimerais bien m'y remettre au golf. J'irais peut-être faire une partie avec vous. Ah, mais ça me ferait franchement plaisir. Ça me fait franchement plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 30 prochaines années? Parce qu'on sait que vous êtes vive et que... J'ai une grand-mère, la mère de mon père, qui a vécu jusqu'à 100 ans et 2 mois. Et elle jouait au Scrabble la veille de sa mort. Est-ce qu'on peut me souhaiter ça? Pourquoi pas? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je ne vivrai pas... je ne me laisserai pas vivre handicapée ou démunie ou diminuée. En fait, c'est surtout ça que je devrais dire. Non, moi, je crois à l'aide à mourir. Puis, si l'aide à mourir ne m'accepte pas, je m'organiserai. Mais c'est certain que si je n'ai plus de capacité, au moins intellectuelle, je ne me laisserai pas vivre de façon dépendante, puis que les gens... Non. Parce que vous êtes indépendante. Ma mère a vécu ça. Elle a terminé ses jours dans une résidence.
Je dis bien terminée, ou je l'ai amenée. Je dis pas je l'ai placée. Je déteste le mot placer. On place un meuble. Hein, on dirait on place nos parents. Non, on les amène vers une résidence. Alors, je l'ai amenée à la résidence Desjardins à Saint-Sauveur, où on a très bien pris soin d'elle. Mais ma mère, qui a toujours été indépendante et une orgueilleuse, tu sais, je suis pas née de l'arbre à côté, là, moi. Hein. Et de se voir diminuer comme elle était, puis je voyais dans ses yeux, dans son regard, là, je peux pas croire que j'en suis rendue là. Je me laisserai pas vivre ça. Ça, c'est sûr. Alors, pour répondre à la question plus directe, moi, je veux être une meilleure personne. Tous les jours, je me lève pour m'améliorer. Et tous les jours, j'espère aimer la vie. Parce que c'est pas évident pour moi tous les jours. Je sais pas pourquoi. Ah oui? Il y a un petit... Autant que vous êtes vive, vous avez plein de projets. Il y a une petite angoisse tout le temps qui me fatigue, qui rôde autour de moi. Et ça, j'essaie de combattre ça continuellement. Mais je suis quand même sereine, là, tu sais. Je n'ai pas l'air de quelqu'un qui est malheureux. Vous passez par-dessus. Oui. Mais je pense que le fait d'être seule... La solitude, peut-être, qui vous pèse? J'ai bien de la misère avec ça. Moi, j'ai un agenda très, très rempli. J'ai horreur du vide. J'ai horreur de la solitude. Alors, c'est sûr que c'est cette petite boule noire qui est derrière, là, qui fait que je suis pas totalement heureuse, mais je suis certainement plus heureuse que malheureuse, ça, c'est sûr. Donc, comme vous disiez, vous avez un de vos regrets, c'est que vous avez perdu un enfant qui était un garçon. Oui, Patrick. Vous auriez fait certainement une maman formidable et une grand-maman formidable. Ben, on ne saura jamais. Hein? Non, mais j'aime beaucoup les enfants. Moi, plus jeune, j'ai eu l'occasion d'enseigner aussi aux enfants du primaire. C'était à la commission scolaire anglophone et j'enseignais le français. Ils m'appelaient Jojo la terreur parce que j'étais pas la terreur, justement. Le contact avec les enfants est facile parce que j'ai une facilité à devenir un enfant. Tu sais, j'ai une facilité à me transformer, bon, tout ça. Alors, c'est ça. On vous souhaite la santé. Vous avez votre dernier livre. Ah ben oui, on n'en a pas parlé. Ben non, on va en parler. Donc, un polar explosif et décapant. Parlez-nous de ce dernier. Oui. Alors ça, c'est à la demande de Flammarion Québec. Erwan Le Seul, qui est l'éditeur, qui est venu me chercher en janvier 21 pour me dire qu'il avait lu mes 2 livres, J'ose déranger et Ma véritable identité, puis il aimait mon style d'écriture. Alors, il dit, Madame Cazin, il dit, j'aimerais ça que vous écriviez un roman. Je dis, voyons, moi, j'ai jamais écrit de roman. Moi, j'écris la vérité, la réalité. Mais en tout cas, on a commencé à travailler sur quelque chose et j'ai trouvé une idée qui était pas très loin de moi, finalement. C'est donc l'histoire d'une journaliste d'enquête qui s'appelle Gabrielle Matters, qui a grandi au Saguenay, à Sainte-Rose-du-Nord. Alors, puis tout ce qui se passe à Sainte-Rose-du-Nord, c'est presque véridique, là, Vous avez fait des recherches. Écoute, il y a plusieurs remerciements. J'ai travaillé avec des enquêteurs au crime majeur. Robert Côté, qui était l'expert en explosifs au début des années 70, lors de l'histoire du FLQ et tout ça. J'ai travaillé avec des avocats, j'ai travaillé avec un coroner, une détective privée, bref. Il y a beaucoup de recherches. D'ailleurs, Paul Arcand, qui m'avait interviewé l'automne dernier, m'a fait un beau compliment. Il m'a dit, il y a le souci du détail dans ce livre-là. Donc, Gabrielle Matters raconte sa vie parce que c'est une fiction dans une biographie. Alors, Gabrielle Matters raconte la saga meurtrière la plus insolite et perverse du Québec contemporain à travers sa vie, parce qu'elle a enquêté sur cette saga avec un enquêteur qui s'appelle André Portefiore, d'origine italienne. En tout cas, mais tu sais, les noms que j'ai inventés. Là, vous vous êtes fait plaisir, vous avez travaillé à votre créativité aussi, puis votre là, vous venez de dire quelque chose de fantastique. C'est que ce livre-là m'a permis de m'éclater, d'aller dans mon imaginaire le plus fou, de fantasmer, autrement dit, de vivre des fantasmes, Jocelyne Cazin, au travers de Gabrielle Matters, comme par exemple, à un moment donné, Gabrielle Matters donne des conférences en France, rencontre la grande journaliste Christine Ockrent, va donner des conférences à l'Université de la Sorbonne.
sais, c'est toutes des Peut-être rêves. ce que vous auriez aimé, oui, des rêves. Des rêves, Oui. mais tout ça à travers de Gabrielle Matheus. Alors, il y a beaucoup de fantaisie, mais à travers le polar aussi. Oui, Alors, puis parce que le journaliste, c'est du concret, c'est du véridique, il faut pas extrapoler, il Oui. faut faire attention, il faut choisir les mots, etc. Donc là, moi, je dis toujours, on agrandit la zone de confort. On sort pas de notre zone. Donc, vous avez agrandi votre zone de confort en on peut pas dire que je suis sortie de ma zone de confort? Ben moi, je trouve que lorsqu'on dit sortir, c'est Ouais. qu'on reste toujours inconfortable parce que notre zone de confort reste restreinte. OK. On sort de notre zone. Moi, je préfère dire on agrandit notre zone de confort. Ah ben tiens, pourquoi pas? C'est comme se coucher moins... Plus intelligent. Au lieu de moins niaiseux. C'est bon, j'aime ça. Oui. Mais parfois, je suis sortie de ma zone de confort quand même, je dois dire, parce que... Mais vous l'êtes approprié. Mais je me suis... Alors, OK, j'ai agrandi ma zone de confort, mais comme on dit en bon québécois, big time. Et aussi, je dirais que 9 lecteurs sur 10 m'ont dit qu'ils ont jamais vu la fin arriver. Ah, ça, c'est bon, parce que moi, je vais, ben là, j'ai bien hâte de le lire, Oui. parce qu'habituellement, je vois souvent les fins arriver. Ah ben, ça a l'air que là, on la voit pas arriver. En tout cas, pire que l'éternité, Flammarion Québec, exactement. Ce n'est que le premier. Ben là, il y en a un deuxième sur la table parce que Erwan, l'éditeur, d'abord, il se vend bien. Il s'est bien vendu. Il s'est vendu même dans les Costco puis les Walmart de ce monde. Mais moi, je suggère évidemment aux gens d'aller l'acheter à Chez la les librairie. libraires, les bons libraires. Chez les bons libraires. Encourager les libraires. Oui, les libraires du coin. Mais c'est ça, le deuxième est en chantier. Mais envoie, il pousse, ma Jocelyne, pousse. Non, l'inspiration... En tout cas, il y a quelque chose qui cloche par rapport au premier, là. C'est comme si j'avais peur. Qu'il soit pas aussi... Ben, c'est parce que lui, est-ce qu'on a encore 2 minutes? Mais là? oui, ben oui. C'est que lui, je me suis accrochée un peu à mon métier. Mm-hmm. Quand vous lirez le livre, vous allez voir, il y a du Jocelyne Cazin là-dedans. Mm-hmm. D'ailleurs, même que j'ai prêté certains sujets de reportage que j'ai fait à JE, que j'ai prêté à Gabrielle Matheus. Donc, que vous allez retrouver, comme par exemple, je peux le dire, Joël Denis, qui a été victime de fraude. Je raconte cette histoire-là, mais je l'ai donnée à Gabrielle Matheus. Alors que le deuxième, ça va être un polar pur. Donc, aucune référence à Jocelyne Cazin. Ça va Là, être... vous allez dans l'imaginaire total. Oui, c'est l'histoire de 2 détectives privés qui vont enquêter sur 3-4 histoires sordides et morbides. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, là. Je suis un peu plus craintive. Mais je travaille, et d'ailleurs, si vous voyez à l'intérieur, j'ai un collaborateur qui m'a aidé, qui s'appelle Bertrand Laverdure, que vous connaissez peut-être, c'est un poète, écrivain. Et lui m'a aidé à structurer mon premier livre. Puis il va continuer de m'aider à structurer mon deuxième livre. Alors, j'ai quand même une béquille à côté de moi. Oui, c'est ça, là, qui connaît le travail. Puis moi, je suis certaine qu'avec votre rigueur, parce que vous êtes une femme de rigueur aussi. Oui. Donc, la rigueur va faire en sorte que vous allez certainement arriver. Écoutez, moi, à la fin de mes podcasts, je remets toujours un diplôme. Parce que mes invités, je suis un prof, hein? OK. Donc... J'étais pas première de classe, Claudine, à l'école, moi. Non. J'étais au milieu. OK. Mais vous savez, tiens, j'ai envie de vous dire ça juste avant. Moi, je n'avais pas l'esprit académique. Et un jour, en 8e année, j'étais pensionnaire encore, un autre couvent, parce que je faisais plusieurs couvents. Et qui n'étaient pas reposants. Les sœurs se pouvaient plus. Oui, mais la sœur avait dit à mes parents, vous savez, votre fille n'a pas l'esprit académique, mais je ne suis pas inquiète pour elle. Je sais pas si elle est encore vivante, probablement pas. Elle avait vu que vous aviez de la drive, vous aviez du caractère, vous étiez fonceuse. Et si j'avais pas eu ce genre de personne-là, puis mon directeur aussi à l'école secondaire, je sais pas ce que j'aurais fait, mais je pense que ça prend des gens comme vous pour donner vie à des jeunes. Même des jeunes qui sont pas des premiers de classe. Non, mais qui ont des capacités, mais qui ont des capacités, des affinités. de savoir voir à travers le talent. On aurait pu se parler de ça aussi, de l'éducation. Il y a plein de choses que j'aurais pu vous dire. On est encore temps, là. Qu'est-ce que vous aimeriez aborder? Alors, allez-y. Je sais pas si j'en parle. Je pense que j'en parle dans mon premier livre, J'ose déranger. Michel, il est à Saint-Jérôme. Lui, là, c'est un cancre à l'école. Je pense qu'il a dû redoubler au moins 3 fois sa 7e année. Ça vous donne une idée, là. Et à la 3e fois, un autre professeur qui voit ses capacités et il dit à ses parents, on va l'envoyer à l'école des métiers à Saint-Jérôme. Dans ce temps-là, il y avait l'école des métiers.
Il est allé à l'école des métiers, ben croyez-moi ou non, je vous dis, j'en parle, j'en ai des frissons. Il est sorti premier de l'école des métiers. Il a été le premier outilleur à General Motors, à l'époque où General Motors existait à Sainte-Thérèse. Ça, c'est un exemple de petit gars qui finalement a été encouragé par sa maîtresse d'école, qui l'a envoyé au bon endroit. Qui a vu comme on dit, j'ai juste skills mais qui a vu ses possibilités. Ses possibilités, ses capacités, qui n'étaient peut-être pas intellectuelles ou académiques, mais qui étaient, des fois c'est le sport. Oui, ça aurait pu être le sport. Des fois c'est artistique. Mais imagine, il est sorti premier outilleur de General Motors. Il a inventé des outils. Alors, c'est le mot de la fin parce que, sincèrement, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin de professeurs comme vous. Qui sont capables d'observer puis de voir les affinités puis où est-ce que l'enfant peut se démarquer puis de l'encourager là-dedans. Parce que des fois, tu as les parents aussi qui sont là, qui veulent, parce que la plupart des parents ont vu que nos enfants deviennent avocats, médecins, bon, tu sais, c'est toujours très noble, mais il n'y a pas grand avocat qui construisent des maisons. Exact. Des plombiers et des électriciens, on en a besoin, là. Ah oui, puis ils gagnent très bien leur vie aussi, là. Mais ça, ils chargent cher. Oui, l'important, c'est qu'ils soient heureux puis qu'ils puissent justement s'épanouir puis se valoriser. Exactement. Alors, votre certificat d'engagement décerné à Mme Jocelyne Cazin. Pour sa terre d'accueil qu'elle a immédiatement aimée. Pour toutes les nouvelles traitées et partagées avec rigueur et intégrité. Wow. Pour sa carrière journalistique et médiatique impressionnante, pour tous ses citoyens représentés et défendus, pour les nombreuses entrevues effectuées, pour les nombreux prix remportés, pour les conférences dynamiques présentées, pour l'amitié qui continue au-delà des épreuves vécues, pour toutes les causes auxquelles elle a apporté son soutien et son implication, wow. Pour s'être toujours relevée et pour avoir fait preuve de détermination, pour sa passion pour le golf Gentleman Out, Lady Forever. Oh, wow, j'aime ça! Wow! J'ai décidé que j'allais changer ça! C'est donc bien bon! Ah, c'est bon, hein? Donc, y a-tu assez de place dans le cadre pour tous ces mots-là? Mais oui! Pour tous les birdies et les eagles qu'elle a su faire tout au long de sa carrière professionnelle, pour l'albatros que nous lui souhaitons, tant au golf que dans sa vie personnelle et professionnelle. Merci, Mme Cazin. Oh, Claudine, c'est trop gentil. Trop gentil. Ben, écoutez, merci. Vous le méritez. Ah, ben, merci. C'est mon côté préféré, naturellement, mis à part l'entrevue, wow. de me connecter à mes invités. Ah, ben, c'est vraiment formidable. Alors, ça vient du cœur. C'est pour la carrière venant d'une... je suis vraiment touchée. D'une téléspectatrice qui a l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. Ben, j'espère que c'était dans vos cordes aujourd'hui, le type d'entrevue. Ah, ben oui, moi, je me fais plaisir. Hein? Okay. C'est mon podcast, alors je me fais plaisir. Je rencontre les gens que je veux. Puis, on parle de tout. Ah, c'est vraiment formidable. Puis, je découvre, puis en même temps, vous êtes des modèles. Alors, merci beaucoup, puis je vous souhaite le meilleur. Ah oui, puis il faut montrer Charlie, parce qu'on l'a entendu. Ben oui. Viens, Charlie. Charlie, pas Charlie. Charlie. Attends. Charlie, bébé. Il sait qu'on s'en va. Il sait que c'est fini. Il vient de se lever et dire, allez, envoie à la maison. Tiens, je vous présente Charlie. Charlie, en l'honneur de Charlie Hebdo. Oui. Fidèle compagnon. 4 ans. Un teacup poodle. Je l'ai pris chez Paradise Tipitou. Ça vous dit rien, hein? C'est à Yamaska. Et Chantal Tremblay, qu'elle s'appelle, et Cathy Morinville, des femmes extraordinaires qui élèvent, je pense, une centaine de petits chiens comme ça. Mm. Hein? Et puis, même Guylaine Tremblay m'a écrit à un moment donné parce qu'elle avait vu Charlie dans une émission qu'on a fait ensemble. Et puis, elle a acheté, je pense que c'est un Maltipou qu'elle a acheté. Alors, voilà. Comme quoi, les animaux sont importants dans nos vies. Oui. Hein? Et puis, mon bébé d'amour. Il voyage avec vous, là. Lui aussi, c'est un snowbird aussi. Oui, c'est un snowbird. Il vient en Floride, il va partout. Puis là, ben, il faut que j'aille. Ben oui. Hein? Merci beaucoup pour cette belle rencontre. Ce n'est que nos revoirs parce qu'on a déjà parlé projet ensemble. Exact. Ça serait vraiment chouette. Au plaisir. Allez, merci beaucoup.